Bonjour à tous, merci d'être présents pour le 10e et avant-dernier webinaire de cette série spéciale qui est consacrée aux diverses facettes de la recherche nordique. Si vous avez manqué les précédents webinaires, je vous rappelle qu'ils sont tous accessibles sur le site web de l'Institut nordique du Québec dans la section « Formation ». Aujourd'hui, on reçoit M. Patrick Labbé, qui est ingénieur électrique. Il a obtenu son bac en 2003 à l'Université Laval et a intégré l'Ordre des ingénieurs du Québec la même année. Par la suite, M. Labbé a été embauché chez Hydro-Québec où il a occupé divers postes, d'abord ingénieur puis gestionnaire pour la planification des réseaux de distribution de 2003 à 2016. Puis, depuis 2016, il est gestionnaire au réseau autonome d'Hydro-Québec. Son titre officiel, c'est chef innovation, projet majeur et conversion réseau autonome. Il est donc responsable de l'innovation pour l'intégration d'énergie renouvelable et de la gestion des projets majeurs pour la production et le transport des réseaux non reliés. Sans plus tarder, je cède dès maintenant la parole et l'écran à notre invité d'aujourd'hui, M. Patrick Labbé. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour votre participation. Ça me fait plaisir d'être présent aujourd'hui pour vous parler de nos activités en réseau autonome, de nos projets d'intégration d'énergie renouvelable. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. OK, vous devriez tous bien voir. Donc, c'est ça, je suis gestionnaire à Hydro-Québec dans la direction des réseaux autonomes. Mais pour débuter, je vais faire une petite mise en contexte pour savoir où se situent les réseaux autonomes. Donc, Hydro-Québec, vous connaissez probablement tous Hydro-Québec, qui est constitué de plusieurs divisions, soit production, transport, distribution, puis services partagés. Donc, les activités de réseau autonome, bien sûr, touchent les différentes facettes. Là. Donc, essentiellement, c'est de la production d'énergie, mais on a aussi dans certains endroits là, des réseaux de transport à 69 kV et des postes. Et on doit aussi s'occuper aussi en grande partie là, des réseaux de distribution pour ces communautés éloignées. Au niveau des réseaux autonomes, donc, qu'est-ce que les réseaux autonomes? C'est des communautés qui sont éloignées, qui sont donc, trop loin des grands centres ou des réseaux principaux pour être desservis en électricité. Donc, l'ensemble de ces communautés doivent être alimentées par des sources, souvent des centrales diesel, donc qui sont en mode ILET. On couvre 5 grandes régions. La première, c'est bien sûr le Nunavik, que vous pouvez tous bien connaître, là, donc qui est alimenté principalement par des centrales diesel. Nous avons aussi la Haute-Mauricie, la Basse-Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine et Schefferville. Donc, dans l'ensemble de nos centrales, nous avons 2 centrales hydroélectriques, soit celle du lac Robertson, là, qui est dans la Basse-Côte-Nord, et une alimentation aussi à partir de la centrale de Méniec, là, qui est au Labrador, mais qui dessert Schefferville. Autre particularité que nous avons, c'est la centrale aux Îles-de-la-Madeleine, qui est une centrale au mazout lourd. Donc, c'est notre plus grosse centrale et une des plus grosses aussi en Amérique du Nord. On parle d'une capacité de 67 MW. Au niveau de l'image ici, bien, au fond, on a des gens. Donc, pour la direction, ça implique environ 250 employés là, qui œuvrent au sein de la direction des réseaux autonomes pour la maintenance, l'exploitation de nos centrales. Souvent, dans l'ensemble des villages, là, les opérateurs des centrales sont des gens locaux, souvent autochtones, là, qui sont embauchés pour faire les ouvrages de base là, de maintenance, d'exploitation, même intervenir là, lors de problématiques de panne et autres là, pour rétablir le service. Donc, il y a aussi des gens qui sont plus spécialisés dans des domaines plus pointus, ingénieurs, techniciens, dieselistes, qui sont Québec et Île-de-la-Madeleine et qui doivent se déplacer lors d'interventions, soit de la maintenance planifiée, des pannes ou des projets. Ce sont des horaires préétablis là, pour répondre aux besoins du Nunavik. Ici, on voit aussi des photos, images là, pour représenter là, ce que sont nos centrales. Donc ici, c'est la centrale du lac Robertson, celle des Îles-de-la-Madeleine.
puis celle de Quactac, Nunavik. Cette page, je voulais vous la présenter pour représenter vraiment l'impact au niveau des GES. Donc, on voit ici, graphique, les émissions de gaz à effet de serre pour Hydro-Québec. C'est un extrait du rapport de 2018. Mais c'est des émissions qui sont issues des activités d'Hydro-Québec. On voit la légende ici. Donc, en bleu foncé, c'est ce qui est attribuable aux activités propres des réseaux autonomes. Ce qui nous concerne directement. Puis en bleu pâle, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une petite ligne très mince au-dessus de la colonne là, qui représente les gaz à effet de serre liés aux activités du réseau principal. Donc, on comprend que si on veut intervenir puis avoir un impact sur la réduction des gaz à effet de serre dans les activités d'Hydro-Québec, bien, on ne semble pas vraiment de ce travail sur les émissions qui sont issues des réseaux autonomes. Ceci était pour la mise en contexte. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou autres. En tout cas, n'hésitez pas. Je sais que moi, j'aime bien quand c'est dynamique, mais en web diffusion, c'est un peu plus complexe. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, c'est bon. Donc, la conversion, on dit, elle est lancée. En termes, on a déjà des initiatives pour intégrer de l'énergie renouvelable. Tout d'abord, on s'est doté d'une vision pour y arriver. Dans le plan stratégique d'Hydro-Québec, on a un intitulé là, qui dit, je vais vous le lire, « Convertir nos réseaux autonomes à des sources d'énergie plus propres et moins chères ». Donc, c'est l'objectif qu'on s'est doté dans la vision du plan stratégique 2020-2024. Pour y arriver, on s'est doté de 4 critères pour les projets d'intégration d'énergie renouvelable. Donc, le premier, sans surprise, bien sûr, c'est les projets ou les solutions qui sont proposées doivent bien sûr réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif premier visé. Il y a aussi le volet fiabilité de l'approvisionnement qui est un volet important. L'électricité, au fond de nos activités, c'est un service essentiel pour nos clients. La fiabilité d'approvisionnement est donc très importante. Donc, d'avoir des solutions éprouvées qui puissent rencontrer ce critère-là, c'est un incontournable. Faut savoir aussi qu'il y a un contexte logistique important au Nunavik. On parle, ça dépend des villages, là, mais c'est environ 2 bateaux par année là, qui peuvent se rendre disponibles pour acheminer du matériel ou de la machinerie en cas de défaillance ou pour faire des projets. En cas de panne ou d'intervention, il y a aussi des délais qui peuvent être importants lorsqu'on déplace de la main-d'œuvre spécialisée du sud vers le nord. Donc, il faut trouver des solutions ou du moins une certaine robustesse là, dans notre conception de nos centrales pour s'assurer que les clients ne soient pas en panne ou dépendant là, de délais importants liés à la mobilisation du personnel pour intervenir. Il y a aussi la notion de puissance versus énergie qu'il faut tenir compte. Souvent, les énergies renouvelables sont dites intermittentes, c'est-à-dire si la ressource n'est pas présente, vent, solaire, par exemple, on ne pourrait pas répondre à un besoin énergétique. Nos clients, bien sûr, s'ils sont à l'heure du souper, puis il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, ils ont besoin d'avoir de l'électricité. Donc, on doit répondre aux besoins de puissance. Et souvent, l'énergie renouvelable adresse un besoin d'énergie. Donc, il faut composer avec tout ça. C'est pour ça que dans certaines solutions, celle des Nujjuaq que je vais vous parler un peu plus tard, où on a conservé une centrale de réseau pour répondre aux besoins de puissance et selon critères de fiabilité. Autre critère important est l'acceptabilité sociale et environnementale. Bien sûr, ces projets-là peuvent avoir un impact dans le milieu, dans l'environnement, mais aussi sur les communautés. Donc, soit par l'impact au niveau de leurs activités économiques qui sont en place, l'impact au niveau des habitudes de pêche et autres. Donc, beaucoup de négociations et de discussions sont à faire pour s'assurer d'avoir des solutions qui sont acceptables et qui vont pouvoir être durables avec l'intégration dans le milieu.
Dernier critère, critère de coût. Actuellement, il faut savoir que les activités d'un réseau autonome, on est déficitaire. Donc, le coût de production de l'électricité est plus élevé que le prix, le tarif, la vente d'énergie que l'on fait. Donc, on ne vise pas nécessairement à avoir un coût, d'atteindre une rentabilité là, avec la conversion, mais ce qu'on vise, c'est avoir une réduction de coût d'opération par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc, c'est nos balises pour faire nos projets, c'est nos 4 critères qui nous guident là, pour le choix des projets qui seront retenus dans la transition énergétique. L'autre point, c'est qu'on vise globalement à atteindre un approvisionnement d'énergie renouvelable pour l'ensemble de nos réseaux autonomes à la hauteur de 70 % d'ici 2025. Donc, c'est une cible qu'on s'est donnée pour notre transition énergétique à réseau autonome. Pour y arriver. Donc, ce qu'on a mis en place, au fond, là, je vais vous parler un petit peu des initiatives qui sont en place pour faire cette transition. Donc, on a un projet avec un contrat d'achat d'énergie éolien pour les îles de la Madeleine de 6,4 MW qui est en cours de réalisation. On a aussi le projet de raccordement de la communauté de la Romaine, là, qui est dans la Basse-Côte-Nord avec une domaine Chipou, qui est aussi en cours de réalisation. On a la centrale au fil de l'eau d'Inukjuak de 7,5 MW que je vais parler un petit peu plus, que je vais vous détailler un petit peu plus. Et on a bien sûr le raccordement des îles de la Madeleine, donc un câble d'environ 225 km pour raccorder l'archipel des îles de la Madeleine au réseau principal. Donc, avec l'ensemble de ces 4 projets, d'ici 2025, on vise à atteindre notre cible qu'on s'est fixée. Bien sûr, il y a d'autres initiatives en cours là, que je pourrais élaborer un petit peu plus là, par la suite. Je serais rendu à Inukjuak. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou commentaires par rapport à le contexte là, que je viens de vous exprimer, ou si ça va pour tout le monde. C'est bon. Merci. Donc, Inukjuak, projet d'Inukjuak, c'est conversion, transition énergétique pour la communauté d'Inukjuak. On voit ici où c'est situé là, dans la baie d'Hudson. Donc, centrale au fil de l'eau. Pour atteindre un projet avec une rentabilité, il est requis de faire 2 changements importants par rapport à ce qu'on fait à l'habitude. Donc, il faut procéder à la conversion des systèmes de chauffage de l'eau et des chauffages de l'air, donc l'eau à l'électricité et chauffage de l'air à un système biénergie pour la clientèle résidentielle. Puis, pour que cette mesure-là soit possible, il va falloir aussi faire un nouveau tarif d'électricité pour les clients touchés par cette mesure. Je vais reprendre ces 2 points-là avec un petit peu plus de détails pour qu'on puisse bien s'approprier ces 2 changements-là qui sont quand même importants. D'ailleurs, ces changements-là ont été déposés à l'automne dernier là, pour approbation par la Régie de l'énergie, dont on a eu réponse favorable au projet qui est en cours actuellement. La clientèle touchée par ces changements, on parle d'environ 734 abonnements résidentiels, dont 80% sont détenus par l'OMHK. Le reste, c'est soit des abonnements privés ou d'autres institutions. Le projet, au fond, pour atteindre la rentabilité, non, excusez, juste avant, je vais passer à l'autre étape. Je vais vous parler du contexte tarifaire. Je pense que ça va être ça l'idéal. Au niveau des tarifs, actuellement, il faut savoir que nous avons 2 tranches au niveau du tarif. La première tranche qui est pour la facturation, là, qui est le même principe que ce qu'on a ici au sud. Donc, c'est pour répondre aux besoins de base de la clientèle. Et actuellement, au Nunavik, le prix de la 2e tranche, c'est un tarif dissuasif. C'est basé sur le principe de l'utilisation efficace de l'énergie. Donc, au fond, si on utilise du mazout pour produire de l'électricité, pour ensuite on utilise cette électricité-là pour faire du chauffage, l'efficacité énergétique est moindre que si on utilise le mazout directement pour faire le chauffage. Donc, basé sur ce principe-là,
au Nunavik, on a un tarif dissuasif au niveau de la deuxième tranche, donc c'est supplémentaire à 40 kWh par jour, qui permet de dissuader les gens à utiliser l'électricité pour le chauffage, donc ils doivent chauffer au mazout. Maintenant, on comprend que si on voulait atteindre la rentabilité du projet, si on faisait juste répondre aux services de base au niveau de la centrale hydraulique, on n'atteindait pas la rentabilité. Au fond, les coûts de construction de la centrale qui est construite par le promoteur Inergex qui est associé avec la communauté. Nous, notre relation d'affaires, c'est un contrat d'achat d'énergie avec ce consortium. Donc, si on se limitait aux activités d'Hydro-Québec qui sert à alimenter les services de base, bien, on n'atteindait pas la rentabilité du projet. Pour atteindre la rentabilité, il a fallu vraiment travailler avec ces gens-là. Il y a eu une très bonne collaboration, très bons échanges. La communauté, c'est un projet qu'ils avaient à cœur, qu'ils voulaient que ça fonctionne. Ils se sont associés avec Inergex, qui ont une très grande expertise. Puis, on a travaillé d'une très bonne collaboration pour définir quel serait le meilleur concept, quelles seraient les modifications à faire pour atteindre, pour arriver avec un projet qui serait gagnant pour l'ensemble des parties prenantes. C'est à ce moment-là qu'il a été envisagé là, de faire la conversion des systèmes de chauffage de l'air et de l'eau pour les résidents. Ces conversions-là permettent d'amener des revenus additionnels au niveau de la vente d'énergie électrique qui permettait justement de faire en sorte que le projet soit rentable. Bien sûr, cette modification-là importante entraîne aussi des investissements pour nous, le distributeur. Donc, le promoteur est responsable de construire sa centrale, sa ligne privée. On va avoir un point de raccordement. Nous, le fait qu'on va maintenant permettre le chauffage de l'eau et de l'air au niveau de la clientèle résidentielle, il faut faire une mise à niveau de notre réseau de distribution. Donc, convertir le réseau, augmenter sa tension pour qu'il soit en mesure de transiter la puissance nécessaire. Il y aura aussi construction d'une centrale de réserve pour répondre aux besoins de puissance lorsqu'il y aura faible hydricité sur toute la période d'études. Puis, construction d'un poste pour une alimentation. Donc, c'est un projet où l'ensemble des parties a quand même beaucoup de choses à faire. Ici, c'est une représentation graphique des besoins énergétiques et puissance disponible disons, à une année de données, 2030. Je trouvais ça intéressant de vous présenter ça parce que c'est l'image vaut 1000 mots. Donc, on voit ici l'image en bleu, c'est les besoins de base de la communauté. Donc, les besoins de base, c'est ce qui est desservi actuellement par nos centrales diesel. En rouge, le chauffage de l'eau au niveau toujours résidentiel, donc qui est pas actuellement sous l'eau alimenté par l'électricité, sous Hydro-Québec. Et en vert, c'est les systèmes de chauffage de l'air qui seraient convertis à système hybride. La courbe en noir, elle représente la puissance contractuelle qui est définie entre Hydro-Québec et le promoteur. Donc, on s'est engagé, nous, à acheter la puissance contractuelle et le promoteur, lui, s'engage à la livrer. C'est sûr, c'est tout contractuel, donc, qui régit ça. Ce qu'on voit rapidement donc, dans la première section, c'est en 2030, mais on pourrait regarder à différentes années, puis c'est le même constat. C'est que pendant les périodes hivernales ou pendant les périodes de printemps, là, où l'hydraulicité est plus faible, on voit que la charge est supérieure à la production hydraulique. C'est pour ça que le système a été pensé là, de mettre un système hybride avec télécommande. Donc, ça serait sous la responsabilité d'Hydro-Québec pour faire le contrôle de charge. Donc, pendant ces périodes-là où on n'aura pas un équilibre entre la charge et la puissance, il y aura des systèmes de chauffage résidentiels qui seront délestés vers le mazout dans le but d'atteindre l'équilibre. Plus tard dans la période, lorsque la charge augmentera, il est prévu avec la croissance et autres, qu'il y aura des périodes dans l'année
ou le chauffage de base plus le chauffage de l'eau. Le chauffage de l'eau, lui, va être toujours permanent électrique, pourrait dépasser la courbe contractuelle. Donc, dans ces mesures-là, dans ces conditions-là, la centrale de réserve sera démarrée pour répondre aux besoins, car le système de télécommande au niveau du chauffage de l'air ne serait pas suffisant. J'aimerais attirer aussi votre attention sur l'autre volet. On voit ici que la puissance contractuelle pendant les périodes d'été est supérieure. Donc, il y aura de l'énergie excédentaire non valorisée pendant plusieurs mois de l'année qui sera disponible. Pour l'instant, le projet ne prévoit pas de solution pour valoriser cette énergie-là. Lorsqu'on a présenté le dossier à la Régie de l'énergie, ce qu'on a mis, on a mis l'emphase sur le volet du projet. Donc, première étape avec rentabilité et impact pour l'ensemble des parties. Et ce qu'on vise faire, c'est dans une seconde étape, regarder avec l'ensemble des technologies et autres, comment on pourrait valoriser cette énergie excédentaire, comment on pourrait faire bénéficier, peut-être étendre l'offre à plus que la clientèle résidentielle. Donc, ce sera des études qui pourront venir par la suite. J'ai vu qu'il y avait une question, mais juste, je vais finir sur cette page, puis je prends les questions tout de suite après. En gros, c'est ce que je voulais vous parler là, pour InnoDrax. En gros, ce projet est gagnant pour l'ensemble des parties. Okay? Puis je m'explique. Au niveau de la facture énergétique pour les clients résidentiels, à terme, on devrait avoir, les clients devraient avoir une réduction de leur facture énergétique d'environ 30 %. C'est sûr, la communauté est en partenariat avec Énergex, donc ils font partie du contrat d'achat d'énergie entre Hydro-Québec et eux autres, donc eux aussi en tirent un certain bénéfice. Et pour nous, Hydro-Québec, vous vous souvenez, dans les 4 critères, il y avait un critère de réduction de coûts. Nous, on s'attend à avoir une réduction de coûts d'environ 21 % au niveau de l'approvisionnement pour le village d'Innoua. Je le répète, c'est un très beau projet qui a été issu d'une belle collaboration, une belle volonté de l'ensemble des parties prenantes. Il y a eu des beaux échanges techniques pour arriver à un modèle, au fond, qui est inusité. C'est une nouveauté pour nous là, de faire du contrôle de charge et tout ça. Donc, on a des défis techniques, mais partage de risques, partage de gains et tout. Donc, c'est un projet dont on est très fiers et qu'on travaille fort là-dessus. Ça complète ce que j'avais à vous dire pour InnoDrax. J'ai d'autres acétates pour d'autres initiatives, mais si vous voulez, là, je peux prendre. J'ai cru remarquer qu'il y avait des questions, là, si je ne me trompe pas, là, mais je peux vous écouter s'il y a des questions. Oui, dans mon, peut-être qu'il y a une question peut-être en mode privé. Moi, je n'y ai pas accès. Si la personne... Ah non, OK. Ah ben c'est peut-être moi aussi. Je ne suis pas nécessairement habitué sur Zoom, donc j'ai vu un petit pop-up, mais OK, s'il y a pas, je ne sais pas s'il y avait des questions, sinon je continue. En tout cas, si quelqu'un a une question, assurez-vous de la mettre en mode public pour qu'on puisse la voir et interrompre M. Labbé ou pour lui proposer. Ben, c'est parfait. Donc, est-ce qu'on peut la poser verbalement au lieu de l'écrire? Allez-y. Maintenant, vous... Oui, j'ai quelques questions. Là. Je vais essayer de faire ça simple. En fait, vous parlez là, que c'est gagnant pour l'ensemble de la communauté, mais en même temps, vous parlez de partage des risques. Donc, est-ce qu'on parle seulement de risques financiers ou on parle des impacts environnementaux aussi là-dedans? C'était ma première question. Ensuite, vous séparez le chauffage de base des communautés, puis chauffage de l'eau et chauffage intérieur là, pour les communautés. Qu'est-ce que ça comprend, le chauffage de base, ou à quoi ça réfère plus exactement? Puis, dernière question, ça, c'est des projections pour 2030. Si je comprends bien, est-ce que vous accompagnez aussi les communautés pour essayer de minimiser la croissance des besoins en énergie, soit par des meilleurs bâtiments ou du chauffage passif, je ne sais pas si c'est possible là, à cette hauteur-là, mais ou d'autres solutions. Donc, voilà mes questions. Merci. C'est bon. Je me lance pour répondre à vos questions.
La première concernant l'impact au niveau de l'environnemental, bien, c'est sûr, il y a eu consultation publique, il y a eu échange et toutes les études environnementales. Dans ce cas précis, c'est un projet qui est issu de la communauté avec Inergex. Et nous, Hydro-Québec, on va être liés de manière contractuelle pour l'achat de l'énergie. Donc, la construction de la centrale, l'obtention des permis et des autorisations, c'est sous la responsabilité vraiment là, du promoteur. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu tous les permis et tout, là, donc c'est pris en charge. Pour la deuxième question au niveau de l'efficacité énergétique, les bâtiments, oui, on a des programmes d'efficacité énergétique pour améliorer les bâtiments. On a aussi des échanges dont on travaille à essayer d'améliorer tout ce qui pourrait être fait là, en termes d'efficacité énergétique. Il y a aussi des échanges à venir et autres là, avec différents organismes qu'on fait. Fait que ça, oui, on garde ça en tête que une des premières mesures qui doit être mise en place, c'est l'efficacité énergétique pour contrer un peu la croissance. Mais il existe une croissance démographique qui est assez importante au Nunavik. Puis nos prévisions tiennent compte de l'intégration des mesures d'efficacité énergétique et de la croissance. Puis à plus long terme, effectivement, la charge augmente de manière quand même importante, mais sur plusieurs années. J'ai perdu votre troisième question. Vous avez dit? C'était sur les besoins de base. Qu'est-ce que ça comprend ou à quoi ça répond? Merci. Besoins de base, au fond, on parle actuellement, les besoins de base, c'est éclairage, la cuisinière et autres. C'est vraiment l'alimentation régulière. Qu'est-ce qui n'est pas dans le besoin de base? C'est plus simple de l'exprimer comme ça. C'est les chauffe-eau qui actuellement sont au mazout et les fournaises aussi là, qui sont au mazout. Chauffage de l'air, chauffage de l'eau. Le reste des besoins, on appelle ça des besoins de base. D'accord, merci. On a une question aussi dans Zone de clavardage. Quelqu'un qui demande est-ce qu'Hydro-Québec a l'intention de publier des directives ou un guide à l'attention des propriétaires de bâtiments à Inukjuak, promoteurs, donneurs d'ouvrages du Nunavik, pour qu'ils puissent prévoir les bons systèmes de chauffage air, eau, au mazout ou à l'électricité dans leurs projets de construction dans le village? Bien, la transition au fond des maisons, ça va être pris en charge par le promoteur. Au fond, eux, ils ont comme responsabilité, avec l'OMHK, de faire la conversion des maisons, des systèmes de chauffage. Il faut savoir qu'il y a des salles mécaniques là, dont les fournaises sont intégrées. Et c'est sûr, si vous avez remarqué, là, on visait principalement l'OMHK qui détenait 80% des bâtiments. Donc, c'est de la manière que ça fonctionne au Nunavik, c'est avec la SHQ. En s'associant avec eux, bien, on vise une couverture très importante des bâtiments. Donc, bien sûr, avec la tarification qui va être appliquée, la nouvelle tarification, qui va favoriser le chauffage électrique, ils devront être, bien sûr, intégrés, ils devront être planifiés avec nous autres et intégrés, quand je parle d'intégrer, c'est au niveau du système de télécommande, là. Mais c'est sûr que la documentation et autres, les supports vont être faits là, avec l'OMHK pour la passation et pour le maintien à plus long terme. Excellent. Une autre question. Michel Allard demande la courbe de charge ne dépend-elle que des variations de débit de la rivière ou aussi d'autres facteurs comme une limitation technique? La courbe ça doit être la courbe de puissance, là, au fond, la courbe noire, là, c'est vraiment une courbe de puissance contractuelle. Okay? Donc, elle n'est pas nécessairement. C'est sûr qu'elle est basée sur l'hydraulicité, sur du technique, sur des risques. Puis, c'est le promoteur qui se base sur l'ensemble de ces risques-là pour s'engager d'un point de vue contractuel à nous délivrer cette puissance. Donc, il est vrai qu'à certains moments, la puissance pourra être supérieure. Puis, si jamais elle est inférieure, bien, il peut y avoir des pénalités qui s'impliquent. Donc, l'ensemble des contraintes, qui soient techniques ou d'entretien et autres,
c'est sûr qu'il y a des périodes d'entretien qui sont prévues, là. Mais puis nous, à l'inverse, on s'est engagé à faire l'acquisition, à l'achat de l'énergie à la hauteur de cette courbe-là, minimalement. Donc, ça inclut un paquet de choses, mais il faut comprendre que c'est dans un contexte contractuel où cette courbe a été définie. OK. Je pense que ça fait le tour des questions dans le clavardage. Merci. Donc, pour la suite, je vais vous parler des initiatives supplémentaires qu'on a en réseau autonome. Plusieurs initiatives ont été lancées dans les dernières années. Donc, on a Aquactac, où on a fait en quelque sorte un banc d'essai. On a déployé des panneaux solaires centralisés au niveau de la centrale. Système de stockage de 600 kW, 600 kWh, aussi toujours Aquactac. Dernièrement, avec la collaboration de Transition énergétique Québec, SHQ ou MHK, il y a eu déploiement dans 4 résidences de systèmes solaires et stockage. Tout ça, c'est en quelque sorte des projets pilotes pour tester des technologies dans des conditions réelles. Ça, c'est ce qui est en cours. Ensuite, on a aussi le dossier de Quactac. Toujours à Quactac, on fait des projets pilotes, mais avec les systèmes de stockage qui est installé, on vise aussi à déployer des énergies renouvelables à plus grande échelle, soit l'éolien. On est actuellement en discussion avec les parties prenantes, dont Parkouty. Wapmagousui, Kuujjuarapik, même chose. On est en discussion actuellement avec les 2 communautés pour un projet d'intégration d'énergie éolien qui serait un peu sous la même forme, le principe contractuel qu'on a à Inukjuak, donc un projet du milieu où Hydro-Québec s'engagerait à acheter de l'énergie pour effacer la production diesel. Par la suite, on a aussi la centrale à Tasuya, qui est une centrale diesel qui est en fin de vie. C'est sûr, c'est une petite communauté. On a fait plusieurs études et la rentabilité pour intégrer de l'énergie renouvelable est beaucoup plus difficile dans les petits villages versus les plus gros villages. Tasuyak, toutefois, considérant l'état de la centrale actuelle, on doit construire une nouvelle centrale. Donc, c'est un projet de construire une nouvelle centrale. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des panneaux solaires à même le bâtiment lors de sa prochaine construction. Obedjouan, projet aussi de biomasse là, qui a été proposé par la communauté dont on est en discussion là, depuis quelques années. Il y a eu plusieurs démarches aussi. Donc, on doit, on est toujours en pourparlers pour ce projet. Et le dernier point, c'est concernant le déploiement de batteries, système de stockage. On a fait l'annonce en août 2019, si je ne me trompe pas, concernant une subvention qu'on a reçue de Ressources naturelles Canada pour la modernisation de nos centrales. Au fond, on vise à faire une mise à jour de nos automatismes pour permettre de préparer nos centrales à l'intégration d'énergie renouvelable avec déploiement de systèmes de stockage là, pour tout ça dans le but d'intégrer de l'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est un autre projet qui est en cours. Ça fait le tour des points de la présentation que j'avais à vous faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. On a une question. Oui. OK. Vous avez évoqué l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables. Avez-vous connaissance de défis politiques et sociaux notables auxquels fait face Hydro-Québec concernant la conversion des réseaux autonomes? Y a-t-il un enthousiasme de la population et des autorités locales, du scepticisme, du rejet? Oui, c'est complexe. Vous voyez qu'on a beaucoup de négociations dans les études à venir. C'est complexe, c'est que oui, il y a la volonté et il y a l'intérêt pour intégrer l'énergie renouvelable. Toutefois, il faut comprendre le contexte réglementaire, faire en sorte que eux, les clients, ne voient pas l'impact d'intégrer de l'énergie renouvelable sur leur facturation. Au Québec, on a tous des conditions qui sont similaires au niveau de la tarification. Et l'impact des énergies renouvelables, des fois, affecte les activités économiques locales. Donc, il faut faire une transition, oui, une transition énergétique, mais aussi une transition au niveau du modèle d'affaires. Donc, il faut les amener à
à la participation, à intégrer et à participer à l'intégration de ces projets-là d'énergie renouvelable. Parce que si nous, on souhaite seulement faire un projet en ne les intégrant pas, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut vraiment faire une transition parce que toutes disons, les activités qui sont liées au pétrole, eux autres sont, la FCMQ par exemple, ils ont des frais fixes, ils ont des frais importants pour répondre aux besoins, disons, de carburant pour l'ensemble de la communauté. Si on réduit les ventes de carburant, bien, c'est sûr que les autres, ils ont des enjeux. Parce qu'ils ont quand même des frais fixes, ils ont quand même des besoins qui vont être maintenus. Donc, on veut créer, c'est pour ça qu'on vise à faire des contrats d'achat d'énergie. On est en collaboration avec eux autres, on veut les faire participer, puis on veut que cette expertise-là se développe et qu'on travaille à les intégrer. C'est un volet, oui, d'acceptabilité, mais c'est aussi un volet d'intégration et de transition qui est assez important. On a une autre question. Est-ce que la centrale d'Inukjuak sera 100% contrôlée à distance par Hydro-Québec dans le sud ou si vous allez avoir un opérateur local en cas de défaillance de votre télécommande? Bien, faut savoir que nous, on a des opérateurs sur place. On va avoir une centrale de réserve. Pourquoi on a des opérateurs? Parce qu'on a aussi nos préposés qui sont là, qui ont comme responsabilité de faire la maintenance et l'exploitation de la centrale. C'est sûr, on va être en réserve, mais ils ont aussi comme responsabilité le réseau de distribution. Donc, lorsqu'il y a des pannes, coupe-circuit, des interventions, raccordements, donc il faut maintenir des emplois. Donc, c'est ces gens-là qui vont pouvoir répondre. Ce qu'on vise aussi, c'est une télécommande locale. Les performances, disons, de communication avec le Sud, là, on est en train de valider comment on pourrait s'assurer que ça puisse fonctionner. On aimerait bien, mais pour l'instant, on est toujours à l'étape d'étude. On souhaite qu'il y ait un mode local pour assurer la fiabilité et la robustesse des systèmes. Là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est sûr qu'on est préoccupé par ça. C'est peu probable qu'il y ait une télécommande complètement à distance là, avec aucune personne sur place. OK. La même personne a une sous-question. Pour vos projets futurs dans les autres communautés, est-ce qu'Hydro-Québec regarde ce qui se fait dans les autres régions nordiques? Par exemple, Groenland, où les énergies renouvelables sont implantées déjà. Oui, on a il y a le PP-Duke, là, c'est Prime Power Diesel Inter-Utility. On a été l'autre récemment, là, donc c'est au Canada et incluant l'Alaska. Je pense que le Groenland n'a pas pu se présenter là, la dernière fois, mais oui, on a beaucoup d'échanges avec nos partenaires qui sont nos équivalents de réseaux autonomes et des autres provinces. Et on échange sur les défis qu'ils ont, que ce soit autant politique, technique. On se balise et oui, on reste actif à ce niveau-là. Ça nous permet de se positionner et puis d'ajuster nos façons de faire. C'est une table, par exemple, laquelle on utilise pour échanger. OK. Une autre question. On demande, est-ce que certains rapports de consultation locale ou d'évaluation environnementale sont disponibles en lien avec le projet d'Inukjuak? Très bonne question. Là, je n'ai pas la réponse. Comme j'expliquais tantôt, Hydro-Québec, on fait toute la partie construction puis impact dans le milieu au niveau environnemental. Là, c'était à la charge du promoteur avec la communauté. Donc, actuellement, j'ai peu d'informations avec moi. Il faudrait vérifier. OK. J'ai plus de questions dans la zone de clavardage, mais je vois que Marie-Michel a la main levée. Est-ce que c'était pour votre question de tout à l'heure ou si vous voulez... Non, c'est pour un autre maintenant. Bonjour. Vous avez fait mention d'un projet ou d'un potentiel de projet avec de la biomasse. Est-ce que c'est par rapport à de la combustion ou de la biométhanisation? Sous question A. Puis sous question B, est-ce que cette communauté-là aurait, vous pensez, un besoin en recherche et développement de ce niveau-là? Est-ce que ça pourrait stimuler le projet? Eux, à Obedjouan, il y a une scierie, donc on parle de combustion, là. Fait qu'ils voudraient valoriser leur matière résiduelle de la scierie pour une centrale à biomasse. Ils sont affiliés aussi avec un certain partenaire. Et puis, il y a
dont il y a beaucoup d'enjeux sur l'approvisionnement, sur l'énergie. Donc, leurs besoins, je pense qu'ils sont quand même bien accompagnés, là. Mais donc, il y a des contextes politiques, il y a des contextes d'échanges techniques aussi, là. Fait que c'est différentes étapes qu'on doit passer, puis je pense qu'il faut prendre le temps de les analyser comme il faut, là. Merci. Ben, ce serait le moment de poser une question si jamais vous en avez. On va peut-être vous laisser une trentaine de secondes, voir s'il y a une question. Quelqu'un se manifeste avec une nouvelle question. Sinon, M. Labbé, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, ça m'a fait plaisir de vous partager ce qu'on fait, nous, à Réseau Autonome. Donc, merci. Merci à tous pour l'invitation. Bien, merci à vous également et merci pour la présentation. Merci également d'avoir pris le temps de répondre à quand même plusieurs questions. C'est apprécié. Ça m'a fait plaisir. Pour tous les autres, sinon, je rappelle que si jamais vous voulez revoir cette présentation, elle sera disponible sur le site web de l'INQ. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine pour notre prochain webinaire, toujours mercredi 10h. Ce sera le dernier de cette série-ci. Après, on fera une pause pour l'été. La semaine prochaine, on reçoit M. Daniel Chartier, qui est professeur au département d'études littéraires à l'UQAM, qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Il va nous faire une présentation intitulée « L'émergence des littératures écrites inuit et innu ». Donc, on espère vous revoir la semaine prochaine pour un sujet assez différent. Merci.